Salam alaikum Azulflaoun, bonsoir. 61 millions de Turcs avaient rendez-vous aux urnes. Le taux de participation traditionnellement élevé a été particulièrement important. De grandes villes comme Istanbul, Ankara, Izmir et Antalya étaient des champs de bataille clés. À Istanbul ou partout en Turquie, de longues files d'électeurs se sont formées près des bureaux de vote dès les premières heures. Preuve que le peuple turc value le socle de la démocratie, qui est la volonté populaire et la légitimité à travers les urnes. Un peu plus de 49% pour le président turc et son parti de la justice et du développement, l'AKP. Un peu plus de 44% son adversaire, Kemal Kılıçdaroğlu, à la tête de l'Alliance nationale, une coalition de 6 partis d'opposition. Les candidats sont au coude à coude dans l'une des élections présidentielles les plus excitantes de l'histoire de la Turquie. Ces élections seront avant tout un référendum sur la poursuite ou la fin du règne du président sortant Erdogan. Mais tout cela se fera avec la volonté populaire et dans le respect d'un processus démocratique, chèrement acquis par le peuple turc. Un scrutin à la participation massive qui s'est déroulé sans incident, où le président Erdogan a affirmé qu'il respectera les résultats des urnes. La Turquie a 13 voisins. Les défis géopolitiques, les défis économiques seront le socle des débats d'un deuxième tour prévu le 28 de ce mois qui s'annonce plus que jamais décisif pour le futur de la Turquie. Mais quel que soit le résultat, la démocratie turque sera gagnante de ces élections. Une question qui vient à l'esprit de toute personne qui connaît l'histoire de ce pays, la Turquie, c'est sa transformation et sa montée en puissance en seulement 20 ans. Comment et pourquoi, sur le plan économique, industriel, santé, social, tourisme et par-dessus tout, son influence sur l'échiquier géopolitique est pour cette montée en puissance une seule réponse. Dawla Madaniya Mashi Askariya. Élections en Turquie, la démocratie sort gagnante des élections. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission Hamid Lellou, directeur de Reaching Independence Through Social Engineering, qui est avec nous depuis Washington via Skype. C'est Hamid, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'invitation, tout le plaisir est pour moi. Merci Hamid Lellou. On aura aussi le plaisir d'accueillir professeur Nordin Aoussat, universitaire, analyste politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. C'est Nordin, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'invitation, Sénassar. Je salue aussi Hamid Lellou et je dis salam alaikum à tous nos compatriotes, où qu'ils soient, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Algérie. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Merci beaucoup d'avoir su accepter donc l'invitation à vous deux. Je vais commencer cette émission avec vous, Nordin. Quelle est votre impression, quelle est votre analyse par rapport donc à cette élection en Turquie? Comment vous l'avez trouvée? Votre réaction, Nordin? Bon, pour commencer, je dirais félicitations, grandes félicitations au peuple turc, à la Turquie, un peuple ami, un peuple frère, un peuple avec une grande tradition de lien avec l'Algérie. Je suis heureux pour eux, je suis content pour eux, leur démocratie, leur système politique démocratique, là, se consolide avec les élections de cette fois-ci, qui s'est déroulée avec une participation massive, vous l'avez souligné, Sénassal, qui s'est déroulée sans incident, qui s'est déroulée dans un fair play qui n'a rien à envier aux vieilles et grandes démocraties du monde occidental.
par exemple. Donc, félicitations. Très bien. Il y aura bien sûr un deuxième tour, on va en discuter, mais je vais aussi, j'aimerais entendre aussi Hamid Lelou, votre impression par rapport, votre analyse par rapport donc à cette élection, comment vous les avez trouvées, comment vous avez trouvé donc cet enjeu démocratique, si on peut l'appeler ainsi, Hamid Lelou. Oui, on ne peut que se réjouir de cette fête démocratique, hein. C'est une célébration démocratique, c'est la démocratie en application. Beaucoup de personnes ici aux États-Unis, je peux parler des États-Unis par rapport à la presse américaine, qui s'opposent au système turc et qui sont, disons, pas trop bien regardants par rapport à ce que Erdogan fait. Mais ce qui se passe sur le terrain a prouvé que la Turquie, au contraire, comme notre cher ami Awsat l'a bien mentionné, sont en train de continuer dans leur processus démocratique. C'est une démocratie jeune et naissante. Souvenons-nous que la Turquie était sous dictature militaire jusqu'à la fin des années 80. Et pourtant, ils ont fait des pas de géant. Le seul bémol, si je puis dire, c'est peut-être que Erdogan est associé un peu de trop près à cette Turquie naissante, qui le fait apparaître aux yeux de certains comme un dirigeant autoritaire. On aura l'occasion d'en parler, mais peut-être ceci est dû au fait qu'il s'est trouvé opposé au refus de l'Europe, aussi à certains acteurs à l'extérieur de la Turquie qui étaient opposés au développement économique de la Turquie. Il faut aussi ajouter à cela que pendant les 20 dernières années, 20 à 30 dernières années, on a vu un essor extraordinaire de la classe moyenne turque, et c'est ça la base d'une démocratie. Vous ne pouvez pas avoir de démocratie sans classe moyenne. C'est la classe moyenne qui est la classe vivante, qui fait vivre, qui fait vibrer le pays et qui fait avancer le pays. Et c'est ça que la Turquie a réalisé. On ne peut être que très content de ça. Très très bien. On va revenir bien sûr jaloux sur mais content. Madame Hamid, tfadal. J'ai dit on est jaloux mais content. C'est vrai qu'on est jaloux aussi. On va faire le parallèle aussi par rapport à la situation algérienne, c'est Hamid, vous inquiétez pas. C'est Nourdine, on va revenir bien sûr sur cette question qui a été soulevée par Hamid Lelou, l'historique de cette montée en puissance de la Turquie. Elle n'est pas faite du jour au lendemain. Il y a eu beaucoup de sacrifices, mais aussi il faut revenir sur cette ère où il y avait donc ce pouvoir militaire qui était donc, si on peut dire, le seul décideur sur la scène politique. On va regarder cette petite vidéo, je reviens à vous très rapidement, Sénol. Le 12 septembre 1980, le général Kenan Evren annonce que les forces armées turques ont pris le pouvoir à l'aube pour préserver l'intégrité territoriale et l'unité nationale, enrayer la menace d'une guerre civile fratricide et restaurer l'autorité de l'État. Le coup d'État intervient dans un contexte économique, social et politique très lourd. Le chômage et l'inflation grimpent. Entre 1970 et 1980, la Turquie connaît 11 gouvernements différents. Les grèves se multiplient, tout comme les confrontations violentes entre groupes d'extrême droite et d'extrême gauche. Le putsch est planifié de longue date. Déjà en janvier 80, les militaires ont prévenu le gouvernement qu'ils allaient agir si rien ne change. Comme déjà en 1960 et en 1971, l'armée prend le pouvoir. Donc ça, c'était dans les années 80, mais il faut aussi revenir donc sur ce coup d'État de 2016 contre Erdogan. Nourdine, pour en arriver à ce point de démocratie, dont bien sûr Hamid Lelou a dit qu'on est content, mais aussi jaloux, entre guillemets, il y a eu beaucoup de sacrifices et il y a eu cette page
donc de l'armée qui s'immisçait donc dans le champ politique. Tout à fait. Donc là, l'armée turque, depuis les années 60, elle n'a cessé d'agir en putschiste et en autoritariste et aussi en tuteur de tout un pays, de tout un peuple, alors que le peuple, comme il le montre aujourd'hui, il est capable de s'émanciper et n'a pas besoin d'être du tutorat de quelques militaires que ce soit. Donc, effectivement, 60, 71, 80, comme ça a été rappelé dans le documentaire, et 2016, juillet 2016, le 14 juillet, je pense, 2016, le dernier coup d'État qui a visé Erdogan aussi, c'était fomenté par des militaires qui tentaient de se débarrasser d'un président pourtant démocratiquement et de la façon la plus transparente qu'il a été élu. Oui, effectivement, mais il ne faut pas voir dans cette maturation, de cette maturité d'un peuple, que c'est un miracle qui est arrivé. Ça fait des années qu'il l'a si bien dit Hamid Lelou, donc économiquement, sur le plan syndical, sur le plan de l'entrepreneuriat, sur le plan économique, nous connaissons tous. Comment ? Médiatique aussi, parce qu'on a vu le rôle des médias, par exemple, en 2016, quand Erdogan a fait cet appel via WhatsApp avec cette journaliste. Oui, mais moi je suis avant, bien avant 2016. C'est pour expliquer, attention, il ne faut pas tomber dans le populisme parce que nous autres Algériens, malheureusement, j'ouvre une petite parenthèse, quel que soit notre bord, d'une manière générale, il est rare, je dis bien malheureusement, il est rare de trouver un Algérien qui regarde la Turquie de façon objective et de façon neutre. On a tous, ils sont un bon nombre à avoir des partis pris. Par exemple, vous avez l'islamiste qui voit en Erdogan un certain calife, alors qu'il ne l'est pas. Erdogan, il agit avant tout pour son pays. Il agit avant tout pour la Turquie. Vous trouverez c'est un politicien pragmatique, tacticien, stratège, mais il agit avant tout pour la Turquie et non pas pour l'islam, pour être bien clair. Deuxièmement, vous trouverez le berbériste, quand je dis berbériste, pas le berbère, c'est-à-dire le militant pour le berbérisme, qui va vous brosser et présenter Erdogan comme un dictateur. Pourquoi ? Parce qu'il s'identifie aux Kurdes. Et Erdogan, bien entendu, comme nous le savons tous, et depuis longtemps, il est farouchement opposé aux séparatistes kurdes. Vous trouverez, par exemple, l'arabiste, le baathiste, il vous dira « Israël ». Erdogan et la Turquie, c'est-à-dire qu'ils ont des relations normales avec Israël, donc moi je suis contre Erdogan. Et vous trouverez le démocrate ou soi-disant le progressiste qui vous dira non, la Turquie c'est une dictature, la Turquie c'est un pays arriéré, ceci, cela, que du négatif mais du faux. Pourquoi ? Parce que actuellement nous retrouvons un pays qui veut renouer avec son histoire musulmane, avec ses traditions musulmanes, et tourner la page et fermer la parenthèse de l'Atatürk qui a laïcisé avec autoritarisme son pays. Donc, j'invite mes compatriotes à essayer de regarder ce qui se passe en Turquie avec un regard objectif, c'est dans notre intérêt. Mais avant tout, il faut préciser, selon le dit, par rapport à ce que vous venez de dire, tout cela se fait avec la volonté populaire, avec le choix du peuple turc. C'est-à-dire ces orientations politiques se font avec le choix du peuple turc.
Absolument, et c'est ce que j'étais en train d'expliquer dans l'historique, que la classe moyenne dont parlait tout à l'heure Hamid Lello, moi je me souviens, il y a une vingtaine d'années, un ami qui est entrepreneur, qui est parti là-bas, qui me vantait l'entrepreneuriat et qui me parlait à l'époque déjà d'une association d'entrepreneurs turcs, un peu disons de tendance ou bien de sensibilité islamique, qui pesait à eux tout seuls une somme assez importante, quelque chose comme 4 milliards de dollars à l'époque, il y a une vingtaine d'années, ce qui montre un peu le poids de la classe moyenne, le poids des entrepreneurs, et bien sûr, avec cela, il y a le peuple dans sa globalité et qui adhère à ce projet de redonner à la Turquie une place importante sur le concert international. Et qui adhère aussi, bon, il y a un point d'interrogation par rapport à cette question, Sinourdine, parce que quand on voit le résultat donc, de ces élections, on est dans le 50-50, rien n'est joué pour l'instant. Il y a un deuxième tour, donc on attendra. Mais je vais passer la parole à Hamid Lello. Hamid Lello, comment peut-on expliquer cette montée en puissance de la Turquie? Comment l'expliquer? On parle d'une vingtaine d'années, c'est vraiment peu dans la vie des nations, si on peut dire, dans les transformations des pays, comme on l'a vécu, comme on la vit, donc on le voit, pardon, dans ce qui se passe en Turquie, c'est Hamid Lello. Mais justement, moi, je vais ajouter un petit peu de l'eau dans le moulin de notre ami Nordine, Aoussat. La Turquie, quand même, elle a vécu des expériences négatives par rapport au coup d'État, par rapport à l'intervention directe des militaires, comme vous l'avez montré dans vos vidéos. Et du coup, la Turquie s'est retrouvée face à ses responsabilités en tant que pays et a décidé d'aller vers ce changement démocratique, aussi à cette prospérité économique. La montée de cette classe moyenne est très, très importante, mais la classe moyenne, elle n'est pas arrivée comme ça, comme a dit notre ami Nordine, ce n'est pas par miracle, ce sont ce qu'on appelle policy development. Ils ont développé des lois qui ont favorisé l'entrepreneuriat. Ce n'est pas les oligarchies comme c'est le cas de l'Algérie, parce qu'il faut peut-être commencer à faire le parallèle avec ce qui se passe en Algérie, tout en sachant que la Turquie a ses spécificités comme l'Algérie, comme tout autre pays. On ne peut pas toujours comparer l'Algérie avec la Turquie. Elle a ses spécificités, elle a un pied dans le continent asiatique, un autre pied dans le continent européen, ça c'est très très important. C'est une zone charnière, c'est un pays avec une grande histoire, avec l'Europe, contre l'Europe, etc. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les Turcs se sont mis au travail. Ils ont travaillé et continuent à travailler durement. Et moi, je pense que ce 50-50, comme vous l'avez dit, au fait, ce n'est pas 50-50. Erdogan a eu 49,6 et l'opposant direct a eu 43. Donc, les 5 autres pourcents sont partis au troisième candidat. Et quand on sait que la Turquie, quand même, a été victime, je ne vais pas utiliser le mot victime parce que ça, c'est typiquement algérien avec la Hagra, mais quand même, ils ont été victimes des attaques économiques et financières de la part de la communauté internationale. Ça, c'est un fait qui a vu que la lire a été dévaluée. Il y a eu aussi l'inflation et il y a aussi eu quelques comportements un petit peu antagonistes du gouvernement d'Erdogan qui a poussé à baisser le taux d'intérêt, qui a augmenté l'inflation pour justement favoriser cette classe moyenne et les classes les moins favorisées. Ceci dit, malgré tout ça, et malgré le tremblement de terre qui a fait quand même des ravages et les scandales par rapport aux constructions et les normes de construction, Erdogan quand même a réussi à tenir le coche, sachant qu'il y a eu une alliance d'à peu près une dizaine de partis
contre lui, et je pense c'est déjà un exploit. Là, une autre victoire démocratique pour la Turquie, c'est que c'est pour la première fois dans l'histoire de la Turquie, il faut l'annoncer, c'est la première fois qu'ils ont des élections au deuxième tour. D'habitude, tout se joue le premier tour, ou bien c'est les militaires qui décident. Là, pour la première fois dans l'histoire récente de la Turquie, il y a un deuxième tour. Ça, c'est quelque chose de très positif. Lui-même, il a dit, Erdogan, que s'il perdait, il allait laisser le bureau il allait respecter le choix du peuple. Qu'il allait respecter, tout en voyant que du côté de l'opposition, il y a certains comportements qui laissent un petit peu à désirer, qui un petit peu défient on va regarder, c'est Hamid. Je pense qu'on a une image, un tweet, je pense juste pour la régie, le tweet de Erdogan par rapport à cette question de respect, donc du choix du peuple turc, donc par rapport à ce deuxième tour qui est prévu le 28 de ce mois. Donc, si c'est possible, on va juste voir le tweet d'Erdogan. On me dit elle n'est pas prête. On me dit qu'elle n'est pas prête encore, que l'image n'est pas prête encore. Mais je vais revenir à Nordine Aoussat. C'est Nordine. On va essayer de commencer à faire un peu le parallèle, comme l'a suggéré Hamid Lello. On va écouter donc les déclarations d'Abdelmajid Tebboune, qui a parlé donc du pourcentage du vote et qu'est-ce qu'il en pense. On entre. أنا بالنسبة لي نسبة المشاركة ما تهمنيش. يهمني هو الناس اللي غادي يخرجوا من الصندوق عندهم الشرعية الكافية صوت عليهم الشعب باش غدوة ياخذوا بين يديهم السلطة التشريعية. أنا بالنسبة لي نسبة المشاركة ما تهمنيش. يهمني هو الناس اللي غادي يخرجوا من الصندوق عندهم الشرعية الكافية صوت عليهم الشعب باش غدوة ياخذوا بين يديهم السلطة التشريعية. Vous avez entendu donc les déclarations de Abdelmajid Tebboune. C'est Nordine, quand on voit le pourcentage des élections en Turquie, on parle de 89%, de plus de 89%, ça veut dire on est prêt à presque 90% des votants. Alors qu'en Algérie, si on fait le parallèle bien sûr, les dernières élections, il y avait presque 23%. Et aussi les déclarations d'Abdelmajid Tebboune qui dit que moi, le pourcentage ne m'intéresse pas. C'est Nordine. Ben, tout à fait, c'est triste, tout simplement triste, je dirais même, et lamentable vraiment pour notre pays, qu'un président ne se rend même pas compte quand il parle qu'il est en train de commettre un oxymore. Un oxymore en définissant une légitimité avec une non-considération pour le taux de participation. Mais qu'est-ce qui donne la légitimité dans une élection démocratique si ce n'est le taux de participation et le taux d'adhésion et de voix VOX qui sont portés sur un candidat ou un autre? Quand il dit que moi, ça n'a pas d'importance, c'est toute la démocratie qui n'a aucune importance à ses yeux. Et bon, bref, Sénassol, j'aimerais juste corriger quelque chose par rapport à tout à l'heure quand j'ai parlé du peuple, justement, on est dedans, qui adhère. C'est pas qu'il adhère forcément au projet d'Erdogan, mais il adhère au projet de la Turquie, parce que même dans l'opposition, la coalition qui regroupe 5 partis politiques, il faut pas se leurrer, ils sont opposés à Erdogan en tant que personne, par exemple, et une partie de ses idées, mais ils sont pas opposés à la démocratie. Ils ne sont pas opposés à la démocratie. En 2016, ils étaient contre le coup d'État. Absolument. Ils ne sont pas contre la démocratie, bien au contraire, mais ils ne sont pas non plus contre le projet national, le projet nationaliste de la Turquie en tant qu'État-nation, de retrouver de la force et de maintenir ce qui fait ou ce qui redonne la force à la Turquie. C'est dans ce sens-là. Il y a le temps qui est différent, il y a les sensibilités et certaines idées qui sont différentes, mais il y a un socle commun
à Erdogan et à son opposition. Et on va le voir le 28 au soir, quand les élections seront les derniers résultats, comment ils vont montrer, ça j'en suis certain, leur union parce qu'ils agissent tous pour l'intérêt de la Turquie, même s'ils sont des sensibilités différentes. Mais sinon, là, on peut voir, Nordine, le tweet donc, qui a été traduit en arabe de Recep Tayyip Erdogan, qui dit que je vais donc سأسلم الحكم إن خسرت الانتخابات. هذا سؤال سخيف. Bien sûr, la journaliste a posé la question donc à Erdogan par rapport à une transition de pouvoir. On peut le lire directement. Absolument. Tout à fait. La journaliste, je ne sais pas quel journaliste qui ose poser une question aussi, je dirais, aussi stupide. Lui-même, il a dit que la question est stupide, de me dire est-ce que je vais céder le pouvoir? Bien sûr que je vais céder le pouvoir parce que je suis arrivé au pouvoir, je suis arrivé à la tête de la Turquie par des élections démocratique. Et si mon peuple, il dit la Oumma, il dit si la Oumma décide autrement, que je laisse ce pouvoir, je le laisserai. Et c'est comme ça la démocratie. Et tout à l'heure, je ne sais pas, vous l'avez certainement remarqué, la rhétorique du général putschiste de 1980, et il utilise absolument les mêmes termes, la sauvegarde de la nation, la stabilité du pays, l'unité du pays, c'est exactement la même chose que ce que nous avaient rabâché les putschistes, les généraux putschistes de 92, et c'est partout pareil. Donc, pour le peuple turc, et pourrait, je dis bien pourrait, si nous le voulons, nous servir d'exemple parce qu'il y a de nombreux points communs entre l'évolution de la Turquie ces 50 ou 60 dernières années et l'Algérie. Le poids de l'armée, les divisions au sein de la société et comment trouver un projet, comment se mettre d'accord une bonne fois pour toutes pour le socle démocratique, pour les principes démocratiques et surtout pour la compétition sans violence et la compétition politique. Mais il faut aussi il faut qu'il y ait une volonté, entre guillemets, de l'armée de pouvoir accepter qu'il y ait une transition. Donc, si on peut dire par rapport à cette question, parce qu'on pourra... Je pense que vous voulez rebondir. L'armée à Sénassar, il ne faut pas la supplier, il ne faut pas attendre d'elle qu'elle accepte, il faut la forcer, mais la forcer pacifiquement. Parce que ce qui s'est passé en Turquie, c'est que c'est le peuple, bien entendu, il y a le regard, il y a la surveillance de l'Union européenne, des Américains, etc., qui verraient mal encore les militaires. Et c'est le peuple qui a sauvé en 2016 le coup d'État Sénordine. Absolument. Absolument. Restez avec nous, Sénordine. On va revenir à Hamid Lellou. Hamid Lellou, cette montée en puissance de la Turquie, bien sûr, a plusieurs facteurs. Mais qu'est-ce qu'il détermine donc cette montée en puissance? On parle d'un pays qui joue un rôle extraordinaire à l'échiquier politique, à la géopolitique. On parle d'un pays qui est dans le G20, un pays qui est, je pense, le 6e ou la 7e économie de l'Europe. Comment peut-on arriver en si peu de temps à des résultats pareils, alors que notre pays, quand on fait le parallèle avec l'Algérie, on se dit quand même un pays qui a une richesse extraordinaire, qui est l'Algérie, un pays qui est un continent. On a tout pour être, je pense, meilleur que la Turquie. Absolument. Mais il y a les principes fondamentaux d'une nation. La nation est construite sur 3 piliers. Moi, c'est comme ça que je le présente. Il y a 3 piliers. Pensez à une table basse, une table à café, avec 3 pieds. La légitimité politique, la force économique
et la force militaire. Et les trois piliers qui sont ensemble. Vous enlevez un des pieds, la table tombe, elle se renverse. C'est exactement ce qui s'est passé en Turquie. La Turquie a eu le génie, quand je dis la Turquie, parce que effectivement, c'est pas que Erdogan. Erdogan est un exemple archétype de leader, de leadership, mais il y a aussi d'autres leaders. Il y a le peuple, il y a cette classe politique, et qui fait que tant il y a que Arbakan avant lui, qui était emprisonné, qui était... Oui, ça aussi, bien sûr. Et tant que ces trois piliers se soutiennent et travaillent pour la stabilité de la table, eh bien, elle continue. Et c'est ce qui a fait que Erdogan et la Turquie sont courtisés sur la scène internationale. Vous savez, il y a une approche assez dichotomique et je dirais même hypocrite de la part du monde occidental. D'un côté, il se méfie de la Turquie, il y a des attaques, même des attaques sous la ceinture, et de l'autre côté, il est courtisé. Et la Turquie est associée justement à la gestion de cette crise Ukraine-Russie. La Turquie, quand même, elle se présente comme cette alternative à ce nouveau monde multipolaire où nous avons la Russie, la Chine, les États-Unis et le monde occidental. Et on voit que la Turquie, elle est là, elle se place entre les différents grands acteurs. Ben, ce qui fait ça, c'est cette légitimité politique, d'abord, mais aussi elle est basée surtout sur le mental des Turcs. Les Turcs, quand même si c'est un pays à forte population terrienne, il y a aussi le côté intellectuel, il y a le côté éducation, il y a le côté sensibilisation au niveau de la population, et qui l'a très bien démontré pendant cette tentative, je dirais tentative de coup d'État ou coup d'État échoué contre Erdogan. Et comme vous l'avez bien mentionné, il y avait la journaliste qui était là, qui a supporté, mais il y a aussi les forces vives. Mais il y a un point très très important, j'aimerais bien y passer une minute, et c'est très très important parce qu'il y a une corrélation avec ce qui se passe en Algérie, et vous avez vous-même mentionné ça avec notre ami Nordine, par rapport à l'armée, comment ils ont réussi à faire bouger l'armée, enlever l'armée du chemin politique. Il y a deux éléments très très importants. Un, il y a la violence politique. La violence politique dans le monde des sciences sociales, elle se définit comme la peur de celui qui perd, de ce qu'il va advenir à lui quand il perd. C'est ça la violence politique. La violence politique, elle est des deux côtés. Hein. Le peuple algérien l'a subi en ce moment, mais aussi le régime lui-même, il peut se référer à cette violence politique se disant, si jamais demain nous quittons le pouvoir ou nous le perdons, qu'est-ce qu'il va advenir de nous ? Est-ce qu'ils vont nous assassiner? Est-ce qu'ils vont nous juger? C'est ça. Donc, il y a cette violence politique qu'il faut très, très bien comprendre. Il y a le deuxième aspect. Faire bouger l'armée et la sortir de la scène politique, je ne pense pas que ce soit les militaires professionnels qui posent problème, parce que ceux-là n'aiment pas faire de la politique, mais surtout les services de sécurité. C'est ça en Algérie. Maintenant, par exemple, si vous me posez la question, et vous me disiez, ah Hamid, regardez maintenant les Turcs qui vont aux élections, il y a un changement, il pourrait avoir un changement politique en Turquie, pourquoi on ne pourrait pas faire la même chose en Algérie? Ben, la différence, justement, elle est là. Elle est au niveau des services de sécurité algériens qui continuent à contrôler toutes les institutions de l'État, y compris la présidence et l'organisation des élections, ce qui n'est pas forcément le cas en Turquie ou dans d'autres démocraties. Et c'est ça où le bas blesse. Il faut faire très, très attention parce que les élections telles qu'on les a vécues en ce moment en Turquie, ce n'est pas seulement des gens qui vont dans des bureaux de vote pour mettre leur bulletin, c'est beaucoup de choses qui se passent avant, la préparation, l'accès aux médias. Et pourtant, c'est Hamid, dans les années 90, donc il y avait ces élections pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie,
où il y avait des élections transparentes, où il y avait le peuple qui a voté. Mais malheureusement, on a vu ce qui s'est passé. Donc, il y avait ce coup d'État. Sinourdine, yani, comment les Turcs ont réussi à construire donc ce projet de la nation turque, ont fait la transition entre le militaire et le civil. Comment ils ont réussi et nous, on a du mal donc à aller dans ce sens. Pourquoi, d'après vous, Sinourdine? Il y a donc l'expérience, il y a le débat, il y a aussi, il y a plusieurs facteurs. En fait, c'est une conjonction de plusieurs pourtant, facteurs. C'est Nordine, je m'excuse, je vous ai coupé la parole, et pourtant, ils nous enviaient, si on peut dire, ils nous enviaient de notre expérience dans les années 90, et même il y a des observateurs qui vous diront que le niveau de vie des Algériens était beaucoup meilleur dans les années 80 que le niveau de vie des Turcs. Bien entendu, sur ce plan, sous cet aspect-là, il n'y a pas grand-chose à comparer les années 80 de l'Algérie et de la Turquie. C'est vrai, au niveau des ressources, je dis bien les ressources avec S au pluriel, les ressources minières, les ressources agricoles, les ressources humaines, les ressources naturelles, etc. L'Algérie, elle est bien mieux pourvue en cela que la Turquie. Mais il y a les autres facteurs aussi, des facteurs externes, exogènes et des facteurs endogènes. Parmi les facteurs exogènes importants, il y a cette candidature de la Turquie à faire partie de l'Europe qui l'obligeait en quelque sorte à montrer patte blanche et à faire évoluer son système politique. Plus de liberté d'expression, plus de liberté de presse, plus de liberté associative, moins de militaires. Donc il y a ce facteur-là exogène qui a joué sur toutes les tendances, puisque toutes les tendances politiques turques adhéraient à ce projet d'intégrer l'Union européenne. Et comme facteur endogène de l'intérieur, c'est celui notamment, on va utiliser les sciences sociales pour ne pas donc abonder le pas et aller dans le sens de Hamid. Donc, vous savez, il y a le concept de l'état profond. L'état profond, d'ailleurs, toute personne qui veut chercher à comprendre le concept d'état profond, il va trouver que la Turquie sera citée comme exemple, puisque les premières naissances de l'état profond, c'était la Turquie dans les années 60. Cet état profond, chez nous, ne joue pas le même rôle que l'état profond turc. Notre état profond, il est mené à la baguette par le DRS, par les services de sécurité de l'armée. Donc, ils font cette politique négative qu'ils n'ont cessé de faire depuis 40 ou 50 ans. Alors que je suppose, là je ne suis pas sûr, qu'il y a certainement quelque chose de positif au niveau de cet état profond turc qui pousse la société, qui pousse les politiques à aller de l'avant et redonner de la force à l'État turc. Et bien entendu, quand on a de l'ambition, quand on est fier de son histoire, là aussi c'est un autre élément, c'est un autre facteur. On est fier de son histoire, pas pour l'utiliser. Vous savez, c'est Nasser Malik Ben Nabi, Allah yarhamou, il dit que la démocratie, il dit que la démocratie, c'est une culture et c'est une conduite. Ce n'est pas un discours, la démocratie. Chez nous, en Algérie, malheureusement, la démocratie, c'est un discours et un discours creux, pompeux. Et il est temps qu'on en fasse de la démocratie une culture et qu'on en fasse de la démocratie une conduite, une façon d'être. Très très bien. Hamid Lelou, quand on voit le bel exemple de la Turquie, et bien sûr là on parle de la démocratie,
Et là, bien sûr, on se dit pourquoi pas cet exemple, pourquoi pas cette démocratie dans nos pays, malgré tous les sacrifices, malgré une expérience qui était peut-être avant même l'expérience turque dans les années 90, dont j'en parlais, c'est Hamid. Il y a eu donc ce coup d'État, il y a eu l'interruption du processus électoral et bien sûr on sait très bien ce qui s'est passé après, qu'on soit d'accord bien sûr avec un parti politique ou pas, mais il y avait ce processus électoral. Qu'est-ce qu'il fait que donc jusqu'à 2023, on a vu ce qui s'est passé donc avec le Hirak, avec cette révolution, le peuple s'est soulevé pour qu'il y ait un changement pacifique du système politique en Algérie. 2023, on peut dire qu'on est à la case zéro, malheureusement. Case zéro, je ne suis pas sûr. Moi, je dirais plutôt qu'on est passé par des étapes. Vous faites référence au Hirak. Le Hirak n'est pas fini, mais le Hirak n'est pas là non plus, mais c'est une étape dont on va bénéficier. La révolution algérienne de 54 à 62, elle ne s'est pas passée comme ça. Ce n'est pas des gens qui se sont appelés pour dire « Allez, on se réunit, on va faire la guerre ». Ça ne s'est pas passé comme ça. Il y a eu toute une série d'événements dont la désobéissance civile, les grèves répétées, le refus d'adhérer à la société française, la création d'associations sportives, associations musulmanes, l'organisation de mariages à des fins politiques, organisation de funérailles à des fins politiques, les événements de 45 qu'on vient de célébrer, c'était aussi un événement politique très important. Tous ces événements, toute cette série d'événements heureux ou malheureux avait aidé à sa finalité qui est la révolution de 54-62. Maintenant, ce qui s'est passé en 88, 91, ce qui s'est passé en 80 en Kabylie, ce qui s'est passé pendant le Hirak, tout ça, ce sont des événements qui se suivent et qui vont nous amener à la phase finale qui est la libération de l'Algérie. Maintenant, pour résumer tout ce que notre ami Nordine avait parlé par rapport à la Turquie et tout ce qui est pareil ou différent de la Turquie, au niveau des ressources naturelles, c'est une malédiction malheureusement. L'Algérie a des ressources naturelles, c'est une malédiction, ce que la Turquie n'a pas les moyens. Du coup, les Turcs se sont mis à travailler. Je reviens à cet esprit de la classe moyenne. C'est un pays maintenant, c'est un pays où il y a des services, où il y a une petite entreprise. Ils avaient commencé, hein, vous vous souvenez des années 90-2000, on parlait juste de fabriquer des chaussures et des chemises turques. Maintenant, ils fabriquent des avions, ils fabriquent des avions de guerre, des drones, des voitures électriques, des infrastructures gigantesques. Le plus grand aéroport du monde, c'est en Turquie. Donc, vous voyez, ils sont passés par des étapes et crescendo, ils ont augmenté leur aura. La deuxième chose qui est peut-être spécifique à l'Algérie, c'est que c'est le contexte sécuritaire. Nous aussi, on fait partie du Sahel, on fait partie de l'Afrique du Nord, et du coup, ce contexte sécuritaire avait joué en faveur de la junta, de groupes militaires qui ont fait le coup d'État en Algérie, parce que dans les relations internationales et en politique, elle est basée sur deux aspects, qui est le contexte et le prétexte. Vous créez le contexte, et pourtant, Hamid Lelou, même la Turquie, prétexte. Et pourtant, même la Turquie, Hamid Lelou, fait face, entre guillemets, donc aux séparatistes kurdes. Et j'ai mentionné dans mon intro que la Turquie a 13 pays voisins, dans plusieurs pays. Ils ont des problèmes avec eux. C'est aussi des défis, c'est Hamid. Ces défis que la Turquie a réussi à faire jouer en sa faveur, parce que aussi la Turquie, elle partage des frontières terrestres avec l'Europe.
Alors l'Europe a joué, c'est quelque chose, l'Europe, vous savez, l'approche européenne et l'approche américaine sont différentes. Regardez le génie, je ne suis pas là pour faire la promotion des Américains, mais regardez comment se fait-il. Comment se fait-il? Moi, je me suis toujours posé la question, mais maintenant, on a une réponse claire. La Turquie fait partie de l'OTAN, avec l'appui des Américains. Parce que les Américains ont compris que la Turquie allait devenir un grand pays et qu'il ne fallait pas laisser la Turquie joindre l'autre bloc. Les Européens, ils sont un peu plus stupides. Ils se sont dit, pour des raisons culturelles et pour des raisons historiques et religieuses, on va barrer la route aux Turcs. Pas tous les pays. Il y avait des pays qui... Il y avait des pays qui ont embrassé l'arrivée de la Turquie en Europe. Il y avait d'autres pays qui ont fait donc leur veto. Absolument, mais l'axe principal de l'Europe, on le sait très bien, c'est l'Allemagne et la France. Et les deux, Merkel à l'époque et Sarkozy, se sont opposés de manière violente contre l'adhésion de la Turquie. Et maintenant, les Européens le regrettent parce que c'est, enfin, je ne sais pas s'ils le regrettent, mais c'est ça qui a permis à la Turquie de faire ce jump, de sauter de l'avant, parce qu'ils ont tellement voulu joindre l'Europe qu'ils ont travaillé sur leurs lois, les lois économiques, les lois de l'administration, qui les ont aidés à construire cette ossature qui a permis de construire la Turquie. Donc, brièvement, il y a eu du pour et du contre la Turquie. La Turquie, contrairement à l'Algérie, a réussi à faire travailler ces éléments à son avantage. Très bien. 10 secondes, si Hamid Lellou. Comment vous voyez donc si Erdogan gagne cette élection? Donc on parle du deuxième tour le 28, très rapidement, 10 secondes parce qu'on me dit le temps de l'émission est terminé. La réaction bien sûr de Washington, vous êtes à Washington, très rapidement. Je pense que Washington, elle est plutôt satisfaite d'Erdogan, de Washington officiel. Il y a beaucoup de gens qui s'opposent à Erdogan, comme je l'ai dit au début. Mais je pense que, comme dans tous les pays démocratiques, vous savez, quand vous avez un président qui fait son dernier mandat, c'est là où il ose. Et je pense que Erdogan, parce que théoriquement, il n'a plus le droit de se présenter, c'est le troisième et dernier mandat, il va oser beaucoup de choses. S'il gagne, il va oser beaucoup de choses et je pense que ça va donner beaucoup de choses à la Turquie. Merci, c'est Hamid. Merci. C'est Nordine, très rapidement, est-ce qu'on peut espérer, est-ce qu'on a l'espoir de voir donc, ce qu'on a vu, ce qu'on est en train de voir en Turquie, cette belle démocratie dont nos pays, c'est Nordine? Inch'Allah, je dirais Inch'Allah, il ne faut pas perdre espoir, il faut toujours garder espoir. Et je m'adresserai surtout, pour la première fois, je ne l'ai jamais fait, je m'adresserai aux généraux, je m'adresserai aux militaires, aux professionnels qui ont fait l'université. L'armée turque, maintenant, elle est fière d'Erdogan, parce qu'Erdogan lui a permis de fabriquer un porte-avions, de fabriquer son propre char, de fabriquer ses propres drones. L'armée turque, elle est une puissance industrielle, alors que notre armée à nous ne fabrique même pas des cartouches. Voilà la différence. Et c'est grâce à quoi? C'est grâce à Dawla al-Madaniya. C'est Dawla al-Madaniya qui va fortifier l'armée et c'est l'inverse. L'armée, Dawla al-Askariya, elle affaiblit. Merci. Elle affaiblit l'armée et elle affaiblit tout le pays. Barakallahu fik, c'est Nordine. Merci beaucoup. Nordine Aoussat, universitaire analyste politique, vous étiez avec nous depuis Paris. Merci aussi à Hamid Lellou, directeur de Reaching Independence Through Social Engineering. Vous étiez avec nous depuis Washington. Merci à vous, chers téléspectateurs. Ya'takoum saha, ou bqaw ala khair.